Un parfum inconnu, chapitre 1. C'était un lundi comme les autres. Un lundi un peu trop long, un peu trop bruyant. Le genre de journée où le ciel reste gris, même s'il fait beau dehors. Au bureau, c'était la saison des entretiens annuels. Chacun jouait sa carte, espérant quelques pourcentages d'augmentation. Comme si ce chiffre à lui seul allait redonner du sens à nos heures passées sous les néants. J'ai quitté le bureau dès que j'ai pu, sans un mot de plus que nécessaire. Dans le métro, les visages étaient flous, fatigués, suspendus à leurs pensées. Moi, je pensais à une seule chose, rentrer et manger. En ouvrant la porte de mon petit appartement, un soupir m'a échappé. Ce lieu simple et silencieux, c'était mon refuge. Je me suis dirigée vers la cuisine, le ventre creux et l'âme un peu lourde. À peine avais-je commencé à éplucher quelques légumes que la sonnette a retenti. Pas de surprise, c'était Clara, je le savais et je le sentais. Clara, ma meilleure amie, venait de rentrer de Paris. Elle avait cette habitude de venir me voir avant même de passer chez elle, comme si mon appartement était sa première escale vers la réalité. « Hé Lilou, tu m'as vraiment manqué. Tu n'as pas encore mangé ? Tant mieux, prépare une assiette pour moi aussi. Je meurs de faim. » Elle est entrée comme une brise légère, avec son rire qui remplit les pièces. « Ne compte pas sur moi pour faire ta fameuse salade. » ai-je soufflé. « Je suis épuisée. Toi, tu as besoin d'un mec. Jusqu'à quand tu comptes rester célibataire ? Donne-toi une chance. » Et quel est le rapport avec ma fatigue, Clara ? Mais sérieux, tu as tout ce qu'il faut, la beauté, l'intelligence, la douceur, l'humour. Pourquoi tu attends encore ? Tu devrais t'ouvrir aux rencontres, même à celles qui arrivent sans prévenir. Je les regardais sans répondre. À quoi bon ? Ces discussions-là, on les avait déjà eues, trop de fois, et pourtant, elles revenaient toujours. J'avais 29 ans et j'étais toujours célibataire. Et autour de moi, ça sonnait parfois comme un diagnostic. Je disais que je l'acceptais, mais une part de moi chuchotait encore parfois. Jusqu'à quand ? Les excuses étaient prêtes, les études, la carrière, les projets, mais je le savais. Au fond, ce n'était que des refuges. Le temps, ce n'est pas une chose qu'on a ou qu'on perd. C'est une chose qu'on choisit de donner. Et moi, je ne l'avais jamais donné à l'amour. Depuis que j'avais quitté l'Espagne pour la France, je n'avais jamais eu de véritable ami homme. Peut-être parce que je ne croyais plus à l'amitié entre hommes et femmes, peut-être aussi parce que je n'ouvrais plus les portes. Je m'étais enfermée dans une protection douce, invisible, une barrière faite de silence et de solitude choisie. Mais il y avait cette foi en moi, elle rêvait encore, elle voulait vivre, elle voulait aimer. Mais je n'étais pas prête, pas encore en tout cas. J'avais ce besoin viscéral de me protéger, de garder mes émotions à l'abri, de ne pas les exposer au vent, à l'inconnu, à l'échec. Et puis, j'aimais ma solitude, j'aimais mes rituels silencieux. Chaque soir, je retrouvais mon havre de paix. Il y avait une pièce tout au fond de mon appartement, discrète, presque invisible. C'était ma chambre d'évasion. Personne n'y entrait. C'était une promesse. Un lieu secret où je pouvais être moi, sans masque, sans attente. Il y avait là quelques pinceaux, des couleurs, des carnets entr'ouverts, une petite fenêtre laissait passer une lumière douce, presque dorée. Je peignais. Oui, je rêvais. Je laissais mon esprit flotter lentement,
librement. Cette chambre ne ressemblait pas au reste. Elle était vivante, bordélique, sauvage. Elle me ressemblait dans ce que j'avais de plus vrai. Aucun appareil électronique n'y avait sa place, ni téléphone, ni écran. Rien qui me rappelle le bruit du monde. J'y perdais des heures parfois, et c'était parfait ainsi. Clara était un tourbillon, une lumière vive qui passait, riait, touchait les âmes et repartait. Elle avait cette grâce naturelle, ce goût pour l'instant, pour la nouveauté, toujours bien habillée, toujours un détail soigné. Un rouge à lèvres parfaitement posé, un foulard qui dansait avec le vent. Clara était coquette, assumée, pétillante. Son monde tournait vite, soirée, événements, nouvelles rencontres. Elle entrait dans une pièce et soudain, tout le monde la regardait. Elle pouvait devenir amie avec n'importe qui en 3 phrases, séduire sans même y penser. Dans l'univers des hommes, elle ne cherchait pas la stabilité, elle cherchait la surprise. Elle changeait souvent de copain, sans regret, sans mélodrame. Le mouvement était sa maison. L'ennui, son plus grand ennemi. Moi, c'était tout le contraire. J'aimais le silence. Les choses simples, les liens qui prennent le temps de se tisser. Et pourtant, malgré nos oppositions, nous étions inséparables. Peut-être parce qu'au fond, elle admirait ma constance, et moi, je l'enviais parfois pour sa légèreté. Notre amitié avait commencé bien avant tout cela, lors d'une colonie de vacances. Nous étions enfants, mais déjà une complicité douce nous unissait. Moi, je lui demandais de parler en français. Elle me décrivait sa vie en France, ses hivers, ses repas du dimanche, ses fêtes de visage. Elle avait grandi entre 2 langues, 2 mondes, espagnole en France, française en Espagne, toujours un peu entre les 2 rives. Elle disait que l'identité, c'était comme un vent qui change de direction avec le temps. Elle en avait fait une force, un trait d'union entre les cultures. Quand je suis venue étudier en France, je n'ai pas hésité à la retrouver. Elle m'a accueillie avec tendresse et m'a dit en riant: « Ah, mais putain, tu parles comme une Française maintenant !» Depuis, on ne s'est plus quitté. Ce soir-là, Clara avait mangé vite. Elle était pressée. Une réunion importante l'attendait le lendemain. Pourtant, au moment de partir, quelque chose l'a arrêtée. Il a tourné la tête, son regard s'est posé sur une porte à peine entr'ouverte. La porte de ma chambre d'évasion. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle s'est approchée trop près. On dirait des tableaux, des couleurs. C'est joli, non? Mon cœur s'est serré. Je me suis levée d'un bond, presque sans réfléchir. Oh non, rien d'intéressant, juste du bazar et un peu de poussière. Elle a plissé les yeux, curieuse, mais je voyais bien que son esprit était ailleurs, déjà tourné vers son rendez-vous du lendemain. Bon, je file, tu as raison, j'ai encore ma présentation à terminer. Elle a pris son sac, enfilé ses chaussures à la hâte. Mais la prochaine fois, je vais voir ce que tu caches derrière cette porte, Luna. Elle m'a fait un clin d'œil, je n'ai rien répondu. Je me suis contentée de refermer doucement la porte. Une partie de moi se sentait coupable de lui avoir menti. Une autre était soulagée. Ce petit univers, c'était mon souffle, mon silence, ma vérité. Je n'étais pas encore prête à le partager. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai compris que même l'intimité la plus solide peut trembler. Que certaines pièces de notre cœur ont besoin d'ombre avant d'accueillir la lumière. Et que peut-être, un jour, quelqu'un y entrerait. Pas comme Clara, pas en courant,
mais doucement, avec les mains nues et le souffle lent. Chapitre 2. J-1 de mon anniversaire. C'était un dimanche particulier, la veille de mes 30 ans. Et comme pour me le rappeler, c'était aussi la Saint-Valentin. Un scénario immuable. Chaque année, je sentais son écho doux amer, le reflet de ma solitude, là, en plein cœur de la fête des amoureux. Je me suis précipitée hors de chez moi pour ne pas manquer le bus. Ce bus m'emmenait vers le boulot. Oui, parfois je travaillais les dimanches, parce que le planning l'exigeait, parce que je voulais prouver encore, toujours. Je portais cette charge de vouloir bien faire. Mon patron semblait satisfait, mais ce n'était jamais une raison pour alléger la pression. Au contraire, ses éloges devenaient des chaînes invisibles. Chaque réussite ajoutait une nouvelle exigence et j'avais trop peur de le décevoir. Je pensais qu'il verrait ma fatigue, mon épuisement, mais il ne voyait rien. Il ne pouvait pas lire mes pensées. Et moi, je n'osais pas parler. Alors je continuais de dire oui, et en disant oui, je disais non à mes besoins, à mes rêves, à mes repos. À l'arrêt de bus, j'ai mis mes écouteurs, j'ai ouvert mon podcast préféré, Change ma vie de Clotilde Dussoulier. D'habitude, j'observe les gens autour de moi, mais là, j'ai choisi de m'isoler, de commencer ma journée avec quelque chose de nourrissant. Un groupe d'enfants est arrivé, 4, 5, un mélange de culture, de sourires, de peau, de langue, noir, arabe, blanc, chinois, un arc-en-ciel vivant qui m'a frappé par sa beauté simple. Ils attendaient leur bus scolaire, chahutant doucement. J'écoutais mon podcast, mais une petite voix m'a sorti de ma bulle. Une petite fille à peine 8 ans m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Joyeux Saint-Valentin, madame !» Madame ? Moi ? Madame ? Ce mot a résonné en moi comme une cloche. Le temps avait glissé. Je n'étais plus ado. J'entrais dans une nouvelle phase. Merci. Joyeux Saint-Valentin à toi aussi. Mais je n'ai pas d'amoureux, a-t-elle ajouté, toute innocente. Je me suis figée. Non, moi non plus, ai-je bredouillé. Elle m'a regardé l'air curieux et a chuchoté à ses copines. Elle non plus, elle n'a pas d'amoureux. Je voulais rester tendre, patiente, observer leur énergie pure, sans le poids des responsabilités. Leur voix était légère, remplie de joie. J'ai pensé à ma voisine, la maman qui me disait un jour tu auras un enfant et tu verras. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un CDI sans congé. Je l'écoutais, mais je savais que mes rêves n'étaient pas là. Ce matin-là, j'ai regardé des enfants s'éloigner et j'ai senti mon cœur s'ouvrir à leur insouciance. Le bus est arrivé, je ne voulais pas monter. Je voulais rester là, entre le monde adulte et cet instant d'évidence enfantine. Mais la vie a ses urgences. Une réunion m'attendait. Alors, je suis montée, le cœur plus léger, emportant avec moi un peu de cette liberté. Avant de partir, j'ai essayé de saluer la petite, mais elle était trop occupée à taquiner ses amis. J'avais l'air maladroite, bêtement humaine. À propos de cette Saint-Valentin d'anniversaire, Clara avait une idée, une fête sur un bateau. Il connaissait un propriétaire, tout était prêt.
Elle m'a proposé l'organisation complète. Je réserve le bateau, le gâteau, les boissons, tu n'auras qu'à te préparer. Être belle et profiter. Je n'ai pas réfléchi. Mon regard s'est posé sur la tonne de dossiers dans mon sac, mais aussi sur mon envie de faire autrement. Alors, j'ai dit oui à Clara, sans hésiter. Clara et moi, on en était à cette étape. Plus de surprises, plus de faux plans, juste des décisions partagées entre amis de 30 ans. Elle prenait tout en charge, me donnant envie de prendre soin de moi. Ça faisait 3 mois que je n'avais même pas ouvert ma palette de maquillage. Son geste était comme un petit coup de vent frais. J'ai passé la journée à surveiller mes emails. Mais une pensée douce me caressait le cœur. Cette soirée en bateau, peut-être qu'elle va tout changer. Et sans vraiment savoir pourquoi, j'ai réalisé que demain, le jour J de mes 30 ans, ne serait pas juste une étape. Ce serait peut-être le début d'un nouveau parfum. Un parfum inconnu. Chapitre 3. Le jour J. Ce matin-là, l'air avait un goût de promesse. C'était enfin le jour de mes 30 ans. Un chiffre rond, dense, chargé d'émotions suspendues. J'avais choisi une robe rouge, élégante et ajustée, comme une seconde peau qui me rappelait que, malgré les doutes, je savais encore célébrer la femme que j'étais devenue. Talons noirs, cheveux lâchés, lèvres carmin, et ce parfum, mon préféré, celui qui me ressemble, celui qui me précède parfois sans que j'aie besoin de parler, mon parfum préféré. Dans mon petit sac, un échantillon pour le raviver au fil de la journée, comme un secret bien gardé. Clara restait injoignable, ce qui en soi n'était pas surprenant. Elle devait être noyée dans les derniers préparatifs, fidèle à elle-même, méticuleuse et attentionnée. Alors que j'ai sauté dans un Uber en direction de l'adresse qu'elle m'avait communiquée plus tôt. Devant moi, un immense bateau blanc, imposant et d'un calme presque solennel. Un silence qui contrastait avec la beauté saisissante de l'embarcation. Clara ne m'avait jamais parlé d'un tel luxe. Peut-être avait-elle voulu me faire une surprise, une dernière touche de magie. Curieuse, je suis montée à bord. Le salon m'a accueillie avec ses lignes parfaites, ses meubles rangés comme dans un magazine, vide, aucun rire, aucun murmure, juste le claquement discret de mes talons aiguilles sur le sol. Je n'avais qu'une idée en tête, retrouver mes amis et m'asseoir vite. Je me suis mise à appeler « Clara, Clara, t'es là ?» Rien, juste une odeur subtile masculine, raffinée que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas le parfum de mes proches. Clara avait donc invité quelqu'un que je ne connaissais pas. Pourquoi ? Qui était-ce ? Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir longtemps. Mon pied a glissé sur un foulard de soie abandonné au sol. Une chute brutale. Une douleur fulgurante. Mes jambes semblaient m'avoir quitté. À terre, entre panique et souffrance, j'ai senti le bateau commencer à bouger. J'ai saisi mon téléphone, un message non lu. Hello Luna, changement de programme de dernière minute. Le ministre de l'Intérieur avait besoin du bateau initial. On a dû déménager vite fait, on t'attend près du bistrot du port, sur un bateau bleu ciel. Bisous. Le choc
Le bateau dans lequel je me trouvais n'était pas le bon. Pire, il appartenait probablement au ministre lui-même. Mon cœur battait à tout rompre. Impossible de joindre Clara, la connexion s'était envolée en même temps que le rivage. Mon souffle se faisait court, je n'arrivais plus à bouger, et la douleur de mes jambes me ramenait à une réalité beaucoup trop concrète. Je devais me lever, trouver de l'aide. J'ai enlevé mes talons, déposé ma veste, mon sac. Je me suis hissée péniblement sur le canapé, cherchant un appui, n'importe quoi. Chaque pas était un effort titanesque. Le bateau glissait sur l'eau, indifférent à ma présence, emportant avec lui mes certitudes. Une musique s'est mise à flotter, douce, jazzy, lointaine, une lueur d'espoir. Je me suis dirigée vers la source du son jusqu'à une chambre ouverte. Je me suis effondrée sur le lit, le plus proche, incapable d'aller plus loin. Mais seul l'écho de ma propre voix me répondait, noyé dans les notes suaves du saxophone. Et soudain, des pas rapides, la porte s'est ouverte. Il était là, un homme, comme sorti d'un rêve aux contours trop nets pour être réel. Grand, élégant, un regard clair et perçant, et ce parfum, le même que tout à l'heure. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous dans ma chambre ?» a-t-il demandé. Sa voix, mon cœur s'est emballé, je ne trouvais plus mes mots, la douleur m'a ramené à l'instant présent. « Aidez-moi, j'ai très mal !» Puis, le noir. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Ma jambe droite plâtrée, mon pied gauche bandé, le médecin m'a expliqué. Fracture grave, entorse et un message du ministère de l'Intérieur pour qu'on s'occupe personnellement de moi. Je n'y comprenais plus rien. Je me sentais seule, vide, impuissante. Mon téléphone, mon sac, tout était resté sur le bateau. Même mes jambes semblaient m'avoir abandonnée. Et Clara ? Et mes amis ? Que savaient-ils ? M'attendaient-ils encore ? Une infirmière est venue m'apporter un peu de réconfort. J'ai pu accéder à un compte LinkedIn depuis le téléphone du médecin pour tenter de joindre Clara, mais son profil ne faisait pas encore partie de ses contacts. Je lui ai donc envoyé une invitation, espérant qu'elle accepte rapidement. Allongée, je me suis résignée à allumer la télévision. Le journal de 23 heures est là. Comme dans un scénario improbable, le ministre de l'Intérieur apparaissait à l'écran, en direct de Nice. Il évoquait son départ pour la Corse, pour quelques jours de repos. Le bateau allait vers la Corse. Mon cœur s'est emballé. Jean-Baptiste, oui, je lui avais déjà donné un nom. Était peut-être lié à ce voyage? Était-ce son fils, un ami ou un inconnu de passage? Puis, enfin Clara est arrivée. Elle et mes amis déguisés, maquillés, prêts à faire la fête. Et moi, là, étendue, en miettes. Pourtant, leur présence m'a rassurée. Clara surtout, mon ancrage, ma lumière. Je lui ai tout raconté, ou presque. J'ai gardé pour moi les détails sur Jean-Baptiste, le parfum, la chambre, la fièvre intérieure. Clara m'a taquinée, puis a séché mes larmes. Elle m'a promis de retrouver mon sac, de m'aider, de rester avec moi, comme toujours. Son regard disait tout. Elle était là, vraiment là. Et moi, entre gratitude et douleur, je me suis endormie en murmurant son prénom. Jean-Baptiste. Ce soir-là, malgré la chute, malgré le chaos, j'ai compris que parfois les plus grands bouleversements naissent des plus étranges accidents et que la vie, même quand elle déraille, n'oublie jamais de nous surprendre. Chapitre 4. Jour J+1.
Je me suis réveillée au son d'une voix familière, douce et vive comme une caresse sur la joue. Bonjour Manilou, chantonna Clara tout excitée. Je savais très bien que tu dormais encore. Alors, bien reposée? Ça va, c'est étrange de se réveiller à l'hôpital, mais je suis contente de te voir. Tu as des nouvelles? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste sauté de joie et m'a lancé un objet que je n'espérais plus revoir. J'ai ton sac! Je l'ai attrapé, tremblante, presque émue. J'ai ouvert la fermeture éclair en retenant mon souffle. Mes 2 téléphones, mon portefeuille, tout était là. Tu es mon héroïne. Comment tu l'as trouvé? Dis-moi tout, dont les moindres détails. Elle s'est assise comme si elle allait me raconter un conte. Installe-toi, c'est une vraie aventure. Clara m'a tout expliqué. Comment elle avait pédalé jusqu'au commissariat, discuté avec un agent très compréhensif et comment ce dernier avait fait livrer mon sac avec une condition. Il voulait t'accompagner en personne pour te faire signer quelques papiers. Et il est juste derrière la porte. Eh bien, fais-le entrer. La porte s'est ouverte et là il est apparu, un homme à l'allure robuste, vêtu d'un blouson en cuir noir. Son charisme me coupa brièvement le souffle. Il avait ce je ne sais quoi qui rappelle Ryan Reynolds, version commissaire français. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'était sa façon de regarder Clara. Lui, si imposant, devenait presque maladroit quand elle lui souriait. Je signais mes papiers en silence, mais en vérité, j'étais occupée à observer leur jeu silencieux. Avant de partir, il m'a regardée avec bienveillance, en manipulant un bracelet de perles au poignet. Prenez soin de vous, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Clara a mon numéro. Et il est parti. Je n'ai pas attendu une seconde. Ah, ce regard qu'il t'a lancé, il est sous ton charme, c'est évident. Mais non, il faisait juste son travail. Ah ouais? Et depuis quand les commissaires se déplacent pour faire signer un accusé de réception? Elle a tenté de balayer mes remarques, mais son petit sourire disait tout le contraire. Mon sac était complet. Enfin presque. Attends, il manque mon échantillon de parfum. T'es sûr? T'es sûr de l'avoir pris? Oui, oui, je me suis parfumée juste avant d'entrer dans le bateau. Tu sais bien que je n'arrive pas à rencontrer des gens sans mon odeur préférée. Clara a haussé les épaules, un peu troublée. Le commissaire a dit que le sac était intact, tel qu'ils l'ont reçu. C'était un détail, mais pour moi, un parfum, ce n'est jamais un détail. Clara est partie en vitesse, rattrapée par son emploi du temps. Je suis restée seule avec toutes ces questions qui me tournaient dans la tête. Alors j'ai demandé un carnet à l'infirmière. Elle est revenue avec un petit carnet rose bébé et un crayon pailleté. Le plus joli carnet pour la plus jolie patiente de l'hôpital. J'ai souri, touchée, mais en ouvrant le carnet, un mot m'attendait déjà, inscrit sur la première page. Julia, je ne peux pas m'empêcher de penser à vous et à votre odeur. Bon rétablissement. Je suis restée figée. Quelqu'un m'avait écrit et connaissait très bien mon parfum. Jean-Baptiste? Ça ne pouvait être que lui. L'infirmière m'a dit qu'un jeune homme blond aux yeux bleus avait offert le carnet. Un père, soi-disant, venu rendre visite à sa fille. Mais ce n'était pas Jean-Baptiste. Quelqu'un d'autre pensait à moi. Plus tard, je suis descendue au jardin, marcher un peu, respirer. Des enfants jouaient au foot. Ils m'ont invité à faire le trophée du gagnant en pâte à modeler. J'ai façonné un cœur rouge, puis je l'ai vu. Un homme élégant, un chapeau gris clair, s'est approché doucement. Pardon, auriez-vous un crayon? Non, juste de la pâte à modeler.
Dommage, j'aurais aimé noter les pensées qui me sont venues en vous observant. Je suis restée interdite, il a ajouté. Votre visage me rappelle quelqu'un de très cher, trop direct, trop étrange. Je me suis levée, gênée, je voulais fuir, mais j'ai glissé, il m'a rattrapée, et là, nos regards se sont croisés. Bleu clair, un grain de beauté sous l'œil gauche, son visage m'était familier, terriblement familier. Il s'appelait Marc. Il m'avait offert ce carnet, ce crayon, avec ce message mystérieux. Le soir, Clara est revenue, mais pas seule. Elle était accompagnée du commissaire. Son regard était grave. Il a proposé qu'on discute autour d'un café. Mon cœur s'est serré. Luna, je suis désolée, mais tu es soupçonnée de vol. Le collier de la femme du ministre a disparu le jour de l'incident et un témoin, un certain Thomas Dubeauvois, affirme t'avoir vu près de la chambre. J'ai blêmi. C'est absurde. Je ne connais même pas ce Thomas, c'est lui le voleur, hein, certainement. Je te crois, Luna, mais je suis obligée de te placer en garde à vue, le temps de l'enquête. Je n'arrivais plus à respirer. Tout s'écoulait. Ma liberté, ma réputation, mon monde. Et au fond de moi, une seule phrase tournait en boucle. Comment ai-je pu en arriver là ? Je n'arrivais plus à parler, je regardais Clara, elle avait les yeux humides, sa main tremblait autour de sa tasse de café. Le commissaire Brian gardait un calme presque trop parfait, mais ses yeux, eux, disaient autre chose. Il était touché, sincèrement touché. Luna, fais-moi confiance, tu vas t'en sortir. Ce type, Thomas Dubeauvois, ne m'inspire aucune confiance depuis longtemps. Mais la victime le protège, alors pour l'instant, je dois suivre la procédure. Je n'ai pas répondu. À quoi bon ? J'avais l'impression d'être un pion dans un jeu qui me dépassait. Quand je suis revenue dans ma chambre, 2 policiers m'attendaient, postés de chaque côté de la porte, comme si j'étais une menace. C'est ça, la présomption d'innocence ? Brian m'a rattrapée, tentant de plaisanter. Pense à eux comme à tes gardes du corps. Tu es protégée maintenant. Protégée ? Non. Enfermée. Même l'infirmière n'était plus la même. Son regard avait changé. Elle ne me regardait plus avec tendresse, mais avec une distance prudente. Ce statut que je croyais être un privilège, patiente du ministre, était devenu un poison. Clara est restée avec moi, silencieuse, posée. Elle me regardait et je voyais bien qu'elle ne savait plus quoi dire. Moi non plus. Alors j'ai explosé. C'est fini, Clara. Tu te rends compte ? Ce scandale va me coller à la peau. Mon patron, mes collègues, mes parents. Tu sais ce que je risque ? Dans mon secteur, on ne pardonne pas ça. Un soupçon de vol et je suis grillée. Clara a pris ma main. Luna, t'as pas été arrêtée, t'es juste soupçonnée. Personne n'est obligé de le savoir. Alors là, je ne pouvais plus me retenir. J'ai répondu. Personne ? Tu veux qu'on parle des 2 types armés devant ma chambre ? Des infirmières qui me regardent plus dans les yeux ? Elle s'est levée et m'a serré très fort contre elle. On s'en fout des gens. Tu vas prouver ton innocence, on va tout faire pour ça. Tu as Brian de ton côté, t'as moi, et surtout t'as la vérité avec toi. Et ça finira par se voir. Je me suis essuyé les yeux. Je savais que je ne pouvais pas rester dans cet état. Je devais agir. Il faut un avocat, un vrai. Pas quelqu'un de ma famille. Je veux pas que mes parents sachent. Tu penses à qui ? Stéphane, mon voisin. Il est avocat, discret, humain. Je vais l'appeler demain. Pas ma famille, pas un cousin bavard. Stéphane, c'était ma meilleure option. Clara m'a embrassée sur le front. Bonne idée, mais repose-toi bien d'abord. D'accord ? Et demain, on s'organise.
Je t'aime, ma Lilou. T'es pas seule. » Et elle est partie. Quelques minutes plus tard, l'infirmière est revenue. Elle regardait partout un peu agitée. « Dites, tout à l'heure, le jeune homme avec vous dans le jardin. Marc ? » ?»« Oui, voilà. Je ne vous avais pas précisé, c'est lui qui m'a donné le carnet rose et le crayon pailleté. » J'ai écarquillé les yeux. « Attendez, Marc ? Celui qui disait venir pour rendre visite à un ami ? » ?»« Oui, mais moi, il m'a dit qu'il venait pour sa fille, qu'elle était hospitalisée. » J'étais sidérée. Donc il avait menti, à moi ou à elle. Je ne savais plus quoi croire, mais une chose était sûre. Ce carnet, ce message, ce regard, Marc cache quelque chose. Une fois seule, j'ai repris le carnet, le crayon, celui de Marc. J'ai feuilleté, pas de nouveaux messages, juste mon dessin de Jean-Baptiste, inachevé. J'ai repris les contours, les ombres de son regard, le pli de ses lèvres. Chaque trait me rapprochait de lui. C'était comme le faire exister, comme le faire rester. Je ne savais même pas qui il était vraiment, et pourtant, il m'habitait. Il m'habitait depuis ce jour-là. Il était 20h30. Clara devait passer à 19h30, mais toujours rien. Je commençais à m'inquiéter, à ressasser 1000 scénarios. Et puis enfin, elle est arrivée. Mais pas seule. Brian était avec elle. J'ai eu un mouvement de recul. « Tout va bien ? Vous m'avez fait peur. » Brian a pris la parole d'un ton grave. « Pas d'inquiétude, mais j'ai des nouvelles importantes. Est-ce qu'on peut en discuter ?» Je l'ai regardé et j'ai compris. Ce chapitre, déjà si bouleversant, n'était pas encore terminé. Chapitre 5. Le jour J+2. Le réveil ne m'appartenait plus. J'étais un automate, programmé pour une seule chose. Appeler Stéphane. J'ai retrouvé son numéro dans mes contacts, tapé sur appel et attendu sa voix. « Luna, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai résumé en quelques phrases juste l'essentiel et il m'a tout de suite rassurée. J'ai déjà vu ce genre d'affaires, c'est sensible, mais on peut s'en sortir. Je vais essayer de libérer du temps pour toi. Il avait un emploi du temps chargé, mais il a accepté de me voir. Demain, 9h30, chez moi. Sauf que j'avais oublié un détail. Tu es en garde à vue, Luna. Il faut une autorisation pour quitter l'hôpital. Encore une corde de plus autour de mes poignets. Je l'ai remercié, raccroché, et je me suis retrouvée seule de nouveau. Je me suis approchée des policiers devant ma porte. « Bonjour, je peux avoir le numéro du commissaire Brian ?» Ils ont échangé un regard distrait. « Attendez, je l'appelle pour lui demander. » Quelques minutes plus tard, j'avais enfin son numéro. Je le suis enfermée dans ma chambre et j'ai composé. « Luna, tu vas bien ? J'ai des choses à te dire. Tu pourrais passer à l'hôpital aujourd'hui ? Pas avant midi. On déjeune ensemble ? Midi, un déjeuner, un espoir. » En attendant, j'ai demandé un bain, mais l'infirmière est arrivée froide, distante. « Vous avez changé avec moi. Je ne vous dérange pas. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre. » Elle a hésité. C'est compliqué, hein. C'est à cause des policiers ? Vous me prenez pour une voleuse, c'est ça ? Elle a blêmi. Son téléphone a sonné. Oui, Marc ? Non, pas dans le jardin, je suis avec Luna. Marc ? Il l'appelait. Il voulait savoir où j'étais. Un frisson glacé a traversé mon dos. Je me suis préparée, habillée,
séché. J'ai mangé quelques fruits, besoin de vitamines, de force. À midi pile, Brian était là. Il m'a souri. Il m'a tendu une autorisation à signer. C'est pour qu'on puisse aller déjeuner. Règlement oblige. Le restaurant était magnifique, apaisant. J'avais presque oublié l'affaire qui m'étouffait. Alors, tu m'as dit que tu avais une piste ? Je lui ai tout raconté, le carnet rose, le message, le parfum disparu, Marc. Mais quand j'ai évoqué l'oubli du parfum lors de la signature de l'avis de réception, son visage s'est figé. Luna, tu as signé un papier disant que tout était là. Ça va être difficile à corriger, ça. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais il y a Clara, l'infirmière. Elles peuvent témoigner. Je vais voir ce que je peux faire. Je lui ai parlé de Marc, ses contradictions, ses allées et venues, l'infirmière qui tombe amoureuse, son air de savoir plus qu'il ne dit. Je voulais le confronter. Non, mauvaise idée, reste à l'écart, on va le surveiller. J'ai dit oui, mais je savais que cette distance serait difficile à tenir. On a terminé le repas avec une tarte aux myrtilles. Clara adore ça aussi, et je glissais en souriant. Les yeux de Brian se sont allumés. J'étais peut-être en train de jouer les entremetteuses en pleine enquête criminelle, mais Clara méritait un mec bien, et Brian semblait sincère. De retour à l'hôpital, je suis tombée dans un sommeil étrange, un sommeil lourd, gris, sans rêve. À mon réveil, l'infirmière était là, euphorique. J'ai vu Marc, il m'a parlé de toi. Il voulait savoir combien de temps tu restais ici. Et il est venu voir sa fille après ? Non, elle est sortie ce matin, mais il m'a invitée à dîner. Je me suis raidie. Plus tard, mon téléphone a sonné. Brian. On a enquêté sur Marc. Il n'a aucun lien avec l'affaire du vol, rien. Le carnet ? Il dit qu'il l'a donné vide. Et sans preuve, on ne peut rien faire. Tout s'écroulait encore. Peu après, l'infirmière est revenue, le visage défait. Marc m'a quittée avant même notre premier rendez-vous. Il ne veut plus me revoir. Il m'a demandé de tout oublier. Elle s'est effondrée. Et moi aussi. On a pleuré ensemble. Deux femmes abîmées par l'absurdité de la vie. Quand un policier est entré, alerté par nos cris, je me suis énervée. Vous croyez que je suis une criminelle ? Que je mens ? Il s'est excusé. L'infirmière a confirmé. C'était une crise personnelle. Quand elle est sortie, épuisée, j'ai pensé à cette phrase dans les avions. Mettez votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Je ne pouvais plus aider personne tant que je n'arrivais pas à respirer moi-même. J'ai regardé mon téléphone. Un message de Clara. Ma chérie, je ne vais pas bien. Je ne viendrai pas ce soir, mais demain matin à 7h30, je passe te chercher. Mes mails, ma lumière, vacillait. Je me suis laissée tomber dans le lit, calmement pris, larmes essuyées, et une seule phrase en tête. Tiens bon, Luna. Tiens bon. Chapitre 6. Jour J+3. Je me suis réveillée au cri de Clara. Elle s'embrouillait avec un policier. Clara, c'est toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle s'approcha furieuse. Oui, c'est moi. Les deux policiers ne veulent pas que je te ramène chez toi. J'essaye de leur expliquer, mais ils ne répondent même pas à mes questions. Ils sont bornés, quoi. C'est normal. Je suis toujours en garde à vue, Clara. Je sais, mais j'ai quand même le droit de me renseigner. Enfin, ils sont cons. Attends, je reviens. Je paniquais à l'idée qu'ils s'attirent des ennuis à cause de moi. J'avais oublié de demander à Brian s'il était possible d'être transféré chez moi sous surveillance. J'ai décidé de l'appeler pour éclaircir la situation et surtout pour calmer Clara. Brian n'a pas attendu l'explication. Il m'a juste dit « J'arrive ». Quelques minutes plus tard, il était là, efficace, direct.
Bonjour Clara. Puis, se tournant vers les policiers, la voix ferme. Qu'est-ce qui se passe ici? Messieurs, calmez-vous. On ne parle pas à une jeune femme comme ça. Je vous ai parlé avec respect, mais vous refusez toute négociation, s'exclama Clara. Vous êtes indifférent, on ne peut pas discuter avec vous normalement. Madame, rétorqua un agent, je vous ai parlé avec respect, mais vous ne faites que nous provoquer. Nous avons des ordres. Calmez-vous, insista Brian. Clara, tu veux bien rentrer dans la chambre? Luna s'inquiète pour toi. Je vous rejoins dans 1 minute. Et Clara obéit, sans mot dire. Une première. Il commençait vraiment à faire confiance à Brian, et ça se voyait. Mais moi, je l'ai senti rougir. « C'est toi qui as appelé Brian ?» demanda-t-elle une fois dans la chambre. « Oui, pourquoi ?»« Oh là là, t'as le visage tout rouge, on dirait une tomate cerise. »« Tais-toi, tu me mets dans des situations impossibles. J'ai crié comme une dingue dans les couloirs pour toi. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Brian m'a demandé de l'appeler avant de sortir de l'hôpital. Attends, vous avez mangé ensemble? Brian entra en même moment. Désolée de vous interrompre. Effectivement, je lui ai demandé de me prévenir. Clara, je suis désolée pour l'incompréhension de tout à l'heure. Les policiers ignoraient que Luna serait placée sous surveillance électronique. J'ai soumis la demande hier, elle a été acceptée. Merci Brian, j'avais oublié de t'en parler. Pas de souci, je fais mon boulot. Franchement, heureusement que tu es là. Pas vrai, Clara? Oui, merci Brian, heureusement que tu es là. Il a souri, un sourire suspendu. Je l'ai vu flotter. Bon, Luna, dit-il en reprenant son sérieux. Je dois te mettre ce bracelet. Tu ne pourras pas le retirer. Tu es autorisé à rentrer chez toi et tu dois respecter les horaires. Je te laisserai un document avec toutes les règles. Merci encore Brian et... Clara voulait m'accompagner. Ah oui? Alors allons-y, tous les 3. Brian, je suppose qu'il n'y a pas eu de nouvelles pistes dans l'affaire? L'enquête avance, mais rien de nouveau. D'accord, je vais prévenir mon avocat que je serai chez moi. Je reviens tout de suite. J'aurais pu l'appeler dans la chambre. Mais j'avais envie de les laisser seuls, créer une bulle, un moment. Même si marcher avec mes béquilles était une vraie galère. J'ai appelé Stéphane, l'ai informé que j'étais bien chez moi. Rendez-vous maintenu, puis je suis revenue. Les rires de Clara et Brian m'ont accueilli. Mignons tous les deux, je suis entrée. « C'est bon, on y va ?» demanda Clara. « Let's go. » Mais au moment de sortir, l'infirmière débarqua, essoufflée. « Madame Luna, j'ai quelque chose à vous dire. » Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone vibra au même moment, un message de mon manager. Nous avons bien entendu parler de l'affaire du vol du collier de la femme du ministre. Nous sommes contraints de suspendre votre contrat de travail. Vous serez contacté par les RH. C'est pas vrai. Il est sérieux, Julien? Il me vous voit en plus? Qu'est-ce qu'il dit? Demanda Clara. On m'a viré. Quoi? Mais comment il a su? Justement, dit l'infirmière. Vous êtes apparu dans le journal de 8 heures. Brian alluma la télé, ma photo s'affichait en grand, mon nom en surbrillance. L'animatrice parlait de moi, comme d'une voleuse. L'effet fut foudroyant. Je me suis déconnectée, je n'entendais plus Clara, ni Brian. J'étais anesthésiée, vide. Ils m'ont raccompagnée chez moi, en silence. Je me suis écroulée sur le canapé, fermé les yeux. J'ai attendu Stéphane. Il est arrivé à l'heure. Il m'a vue, brisée, lui qui m'avait toujours connue souriante. Il a mis quelques secondes avant de parler. « Luna, je comprends ton état. Je vais faire de mon mieux pour prouver ton innocence. » Merci Stéphane. On va commencer par renforcer ton dossier de défense. Je vais te poser quelques questions. Ensuite,
Tu me diras si on a d'autres détails. » Il ouvrit un grand dossier posé sur ses genoux. Pendant plus d'1 heure et demie, j'ai tout raconté, chaque détail, il notait, me questionnait, me rassurait. Ton affaire n'est pas si compliquée. J'ai trouvé des éléments. Donne-moi les coordonnées de Brian. Je vais avancer avec lui. Puis, il est reparti. L'après-midi s'étirait, aucune envie de faire du sport, de lire, de marcher. Plus de travail, plus de rêve. J'ai allumé mon ordinateur, créé un document Word que j'ai appelé My Bank of Ideas. J'ai écrit, vidé, déposé chaque pensée lourde, chaque angoisse. L'écriture m'a soulagée, comme un anxiolytique silencieux. J'ai aussi postulé à quelques offres, aucune réponse, rejetée dès qu'on voyait mon nom, blacklisté. J'avais tout perdu, ma carrière, ma réputation, le fruit de mes années d'études, les sacrifices de mes parents, tout. Personne ne me refera confiance. Je pleurais en silence, puis Clara est entrée, clé en main et bras chargés de nourriture. Clara avait ramené le sourire, même s'il ne durait que le temps d'un dessert. Mais après avoir tout mangé, j'ai reposé la cuillère et mes pensées sont revenues, brutes, tranchantes. J'étais de nouveau face à moi-même. Et cette fois-ci, plus rien ne m'épargnait. Chapitre 7. Le jour J+4. Je me suis réveillée à la sonnerie de mon téléphone. C'était Stéphane, surexcité. Il voulait absolument me raconter une nouvelle incroyable. Un témoignage anonyme en ma faveur venait d'arriver. Je n'ai pas bien compris tout de suite. En fait, je n'arrivais pas à admettre que c'était peut-être terminé, que je pouvais reprendre ma vie. Stéphane m'a dit que Brian allait m'appeler pour fixer un rendez-vous. Objectif, enlever ce fichu bracelet électronique. Il ne savait pas encore qui était le témoin, mais la nouvelle était bonne, très très bonne. Je me suis secouée. « Luna, est-ce que c'est un rêve ?» Mon pauvre corps n'a jamais été autant secoué que ces 3 derniers jours. Mais non, ce n'était pas un rêve. J'étais libre. Bon, pas tout à fait. Les béquilles m'en empêchaient encore. Mais intérieurement, je volais. Cependant, je brûlais d'en savoir plus. Qui avait témoigné? Pourquoi maintenant? Pourquoi anonyme? Mon instinct me hurlait un nom. Jean-Baptiste. Mon cœur, mon cerveau, tout pointait vers lui. C'était le seul que j'avais croisé sur le bateau, le seul à connaître la vérité. Mais pourquoi se cacher? Pourquoi 3 jours de silence? J'ai tenté d'appeler Brian plusieurs fois, sans succès. Et puis, le téléphone a sonné. C'était lui. « Bonjour Luna, comment vas-tu? J'ai de très bonnes nouvelles pour toi. »« Bonjour Brian, oui, Stéphane m'a dit pour le témoignage, mais il avait peu de détails. »« Tout à fait. Tu vois, j'ai tenu parole. »« Merci Brian, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu es maintenant libre. Je passerai cet après-midi avec 2 collègues pour retirer ton bracelet. Tu signeras quelques documents. Ensuite, on discutera si tu veux. D'accord? Oui, mais tu ne peux pas me dire qui est ce témoin? Luna, je suis désolée. Il a demandé à rester anonyme. Pour des raisons de sécurité, on respecte ça. Ah d'accord. À tout à l'heure. Je raccrochais, déçue, frustrée. Je voulais savoir. J'en avais besoin. Je voulais remercier Jean-Baptiste et lui dire quelque chose d'encore plus fort. Mais en attendant, j'avais faim. J'ai commandé une pizza chez un resto du quartier. Livraison rapide, et puis en attendant, j'ai rouvert mon document My Bank of Ideas. J'ai écrit encore. L'écriture, c'était devenu mon oxygène, mon miroir. Et puis, la sonnette a retenti. Je suis allée ouvrir, difficilement avec mes béquilles. « Bonjour madame, votre pizza, bon appétit. » Je suis restée figée.
Diego? C'est toi? C'était Diego, mon meilleur ami d'enfance. Je ne pouvais pas y croire. Luna? Mais tu es toujours aussi belle. Il n'avait pas changé, toujours bronzé, décontracté, fidèle à lui-même. Et moi, j'étais sur le point de sauter de joie, littéralement, si mes béquilles me le permettaient. Entre, je t'en prie. Je veux bien, mais j'ai encore 5 clients à livrer. Ah mince, bon, tu reviendras. Tu connais l'adresse maintenant. Compte sur moi, 1 heure maximum. Il est parti à toute vitesse et moi, j'ai souri comme une idiote. J'étais heureuse. J'ai englouti ma pizza et je me suis laissée glisser dans une petite sieste en attendant son retour. Et il est revenu, essoufflé, mais radieux. Vas-y, installe-toi. Désolée, j'ai que du thé et du café à proposer. Je reste pas longtemps, j'ai un rendez-vous. Mais raconte-moi tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et ta jambe? Je lui ai tout raconté, il écoutait, inquiet, et moi je voyais dans ses yeux la même tendresse qu'avant. Diego n'avait jamais cessé d'être amoureux de moi. C'était évident. Mais je ne voulais pas lui donner de faux espoirs. Pas cette fois. Même si j'étais touchée, même si j'étais heureuse de le revoir. Il a remarqué que je décrochais un instant. Hey, oi, tu me suis toujours là? Oui, désolé, j'ai mal à la jambe. Il a paniqué. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital ou à la pharmacie? Non, 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 ça va, j'ai tout ce qu'il faut, merci Dido. Puis, la sonnette encore. Tu attends quelqu'un? Oui, ça doit être Brian. C'était lui. Salut Luna, comment tu vas? Très bien, et j'ai retrouvé Diego, mon ami d'enfance. Enchanté Diego, merci d'avoir été là pour elle. C'est moi qui vous remercie, commissaire. Diego est parti avec un dernier sourire complice. Brian m'a regardé. Bon, on s'occupe des formalités. Mon collègue va retirer ton bracelet. Tout s'est fait vite. 5 minutes, j'étais libre, légalement, officiellement. Puis, un appel inattendu. Mon patron. Il s'excusait. Il voulait me réintégrer. Dès la fin de mon arrêt maladie, j'étais partagée, blessée, tentée. J'ai répondu de manière diplomatique. Je voulais garder une porte ouverte, sans jamais oublier la trahison. Et j'ai repris l'écriture encore. Et Clara est arrivée. Elle était au courant de rien. Je n'ai pas pu résister à lui jouer la comédie quelques instants. Clara, les nouvelles sont terribles. Je risque de 5 ans de prison. Elle a paniqué jusqu'à ce qu'elle remarque l'absence de bracelet. Luna? Et là, fou rire, explosion de joie, saut dans le salon. Tu m'as bien eu. Je lui ai tout raconté. Elle aussi pensait au mystérieux Jean-Baptiste. Mais surtout, je voyais bien qu'elle était troublée par Brian. Je l'ai poussée à appeler, à lui proposer un dîner. Elle a résisté, puis elle a cédé. Elle a appelé, il a accepté. Et il lui a dit qu'il voulait que je passe au commissariat demain pour clarifier quelques zones d'ombre, des incertitudes, des questions. Et moi, je stressais déjà. Le film du soir avec Clara m'a endormie rapidement. Trop d'émotions, trop de pensées. Mais je savais que le lendemain, une nouvelle page allait s'ouvrir. Et peut-être un nouveau chapitre avec Jean-Baptiste. Jour J+5. Le choc et la vérité. Je me suis réveillée dans un état débordant. J'étais dans le salon et Clara à côté. Elle avait passé la nuit avec moi. Il était 8h30, mais elle dormait toujours profondément. Je ne savais pas à quelle heure je devais passer au commissariat. Alors je l'ai réveillée sans hésiter. « Clara, réveille-toi. Je dois passer vite fait au commissariat. Je vais me préparer un thé. Tu veux du café, j'imagine ? Je ne veux rien, laisse-moi dormir encore un petit peu. Tu ne vas donc pas m'accompagner au commissariat ? Si. On va y aller maintenant, Clara, je ne peux plus attendre. Luna, s'il te plaît, donne-moi 15 minutes.
Je n'ai pas bien dormi et puis on a toute la journée devant nous. Ce n'est pas un rendez-vous fixe, on peut passer quand on veut. Clara avait raison. Du coup, j'ai préféré patienter. J'ai pris mes béquilles, je suis allée dans la cuisine et je me suis préparé un thé. Je voulais juste finir cette tâche lourde, ce passage obligé qui me pesait tant. Quelques heures plus tard, Clara était prête. Nous sommes partis en voiture. Une fois devant le commissariat, impossible de trouver une place. Pas de place, dit Clara. Tu descends maintenant, ce serait plus simple. Je te rejoins dès que je trouve un coin libre. J'ai avancé tant bien que mal avec mes béquilles. À peine arrivé, près de la porte, un agent m'a demandé de ne pas rester là. Il m'a invité à entrer directement. Je suis donc entrée seule. Le couloir semblait interminable. Tout me rappelait le jour J. La tension, le flou, la peur. Et au fond du couloir, Louis, Jean-Baptiste, immobile, me fixant. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas un mirage cette fois-ci. C'était lui, vraiment lui. Mais son regard était froid, tranchant. Il s'est avancé vers moi, il a attrapé mon bras et il a crié. Ses mots étaient confus, secs, violents. Je ne comprenais pas. Mon corps tremblait. Il n'y avait plus rien de l'homme du bateau. Il me regardait comme une ennemie. Un homme, au chapeau noir, a surgi. Il a repoussé Jean-Baptiste violemment. « T'es con! Lâche son bras !»« C'est toi, l'homme mystérieux de l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Jean-Baptiste s'est tourné vers lui. « Elle ne connaît même pas ton prénom. Tu n'existes pas pour elle. Tu as trahi ton meilleur ami pour une fille qui ne te calcule même pas. » « Mais t'es vraiment un idiot, Marc. » « Marc ! C'était donc lui. » Deux agents sont arrivés. « Monsieur Dubeauvois, veuillez garder votre calme et nous suivre, ou alors nous serons contraints d'utiliser la force. » Dubeauvois, ce nom, c'était celui de mon accusateur. J'étais figée. Impossible. Non. Peut-être un cousin, un homonyme. Quand Clara m'a rejointe, j'étais incapable de parler. Je lui ai juste demandé d'appeler Brian. Une fois à l'intérieur, Brian nous a accueillis avec un immense sourire, clairement destiné à Clara. « Brian, écoute, je sais tout. Il n'est plus nécessaire de me cacher quoi que ce soit. J'ai vu Jean-Baptiste, j'ai vu Marc. Dis-moi tout. » Brian soupira et hocha la tête. On l'a arrêté ce matin, il voulait fuir avec l'argent volé. Ce n'est pas sa seule affaire, il charme ses victimes, les manipule, les vole, et nous avons les preuves, grâce à Marc, son cousin, son meilleur ami. Oh mon Dieu! Mais Marc? C'est bien lui qui venait à l'hôpital pour voir sa fille. Brian a répondu. Ça, je ne peux pas le confirmer, mais j'ai quelque chose pour toi. Ton carnet, tu l'avais oublié. Il me tendit le carnet et l'ouvrit sur le portrait de Jean-Baptiste. Pourquoi ce dessin, Luna? Je n'ai pas eu le temps de répondre. Jean-Baptiste était déjà là. Il avait entendu. Il arracha presque le carnet, un sourire arrogant aux lèvres, et dit « Voilà la preuve. Elle me traquait. Ce dessin est une obsession. Je suis la victime ici. Mon avocat le prouvera. » Puis, en me fixant, « Ton dessin me dégoûte. Tu es une folle. » Brian a vite réagi. « Assez! Sortez immédiatement du Beauvois. » L'agent l'a escorté dehors. Clara, bouleversée, a tout expliqué à Brian. Moi, je ne pouvais plus parler. J'avais honte. J'avais honte de mes sentiments, honte de mes rêves, honte de mon dessin. Et pourtant, une pensée me hantait. Marc. Il m'avait protégée et défendue, alors que je l'avais ignoré, blessé, et je voulais juste le remercier. Mais avant tout, je devais me protéger, clore cette affaire, répondre aux dernières questions, signer et tourner la page.
ou presque, parce qu'en moi, une envie de vengeance venait de naître. Pas une vengeance impulsive, une vengeance réfléchie, froide, délicate. Je n'étais pas juste une victime, et je ne laisserai pas d'autres femmes le devenir. Jean-Baptiste du Beauvoir, tu ne m'oublieras jamais. Chapitre 9, jour J+7. Après quelques heures de recherche sur les réseaux sociaux, j'ai pu trouver les événements auxquels du Beauvoir avait l'habitude de participer. Puis, j'ai commencé à chercher sur les sites internet des associations et organismes qui les ont organisés. J'ai répété l'opération jusqu'à ce que je construise une base de données solide avec une dizaine d'images de lui, entourée de plusieurs femmes. Je les ai téléchargées et je les ai cherchées sur ChatGPT. Je me suis retrouvée avec une liste de 13 femmes issues de milieux fortunés. En revanche, je n'ai pu récupérer que 6 numéros de téléphone grâce à des sites professionnels ou des cartes de visite numériques. J'ai vite pris mon téléphone pour les appeler. Premier appel avec Madame Élise Bonmarché, fille héritière d'un empire agroalimentaire. « Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je ne prendrai que quelques minutes. Je voudrais vous parler d'un sujet important. » Madame Bonmarché. « Bonjour, est-ce qu'on se connaît? Pouvez-vous être plus précise? » C'est un peu difficile à expliquer par téléphone. Seriez-vous disponible pour un café cet après-midi? Elle a raccroché sans un mot. J'étais déçue, mais en me mettant à sa place, je comprenais sa méfiance. J'ai donc ajusté ma stratégie pour mon deuxième appel. Il fallait que je sois claire et rassurante. Deuxième appel avec Madame Chantal Derval, fondatrice d'une enseigne de coiffure de luxe. « Bonjour madame, je m'appelle Luna Julio. Je vous contacte à propos d'un sujet délicat. J'espère ne pas vous déranger. » Elle a raccroché elle aussi. Même scénario avec Madame Noémie Conan, femme d'affaires dont la fortune restait mystérieuse. Le téléphone de Madame Sophie Landier à la tête d'un groupe de restauration était hors de service. Puis, tentative avec Madame Claire Meunier, héritière d'une famille du secteur du BTP, et n'a pas répondu. Il ne me restait qu'un seul numéro, celui de Madame Camille Salamon, épouse d'un magnat de la pêche internationale. « Bonjour madame, je suis Luna Julio. Je vous contacte au sujet d'une affaire très importante. Auriez-vous 2 minutes? » « Bonjour, je vous écoute. C'est un peu difficile à expliquer par téléphone. Seriez-vous disponible cet après-midi pour un café? » « Je ne suis pas disponible. Dites-moi tout de suite ce dont il s'agit. » « Il s'agit de Monsieur du Beauvoir. » Bip, elle a accroché. Toujours aucune avancée, j'ai décidé de passer aux emails. J'avais plusieurs adresses. « Bonjour, je me permets de vous contacter au sujet de l'affaire du vol du collier de la femme du ministre de l'Intérieur. J'ai été faussement accusée à cause d'un témoignage mensonger de Monsieur du Beauvoir, ce qui a mis fin à ma carrière. Aujourd'hui, je ne suis plus soupçonnée, mais je cherche à rassembler des informations pour appuyer un témoignage anonyme déjà existant. J'ai vu une photo de vous en sa compagnie à un événement, et je suppose que vous l'avez peut-être rencontré. Si vous avez la moindre information pouvant m'aider, je vous serai reconnaissant de me répondre. Votre témoignage resterait confidentiel. Merci d'avance pour votre temps et votre soutien. Luna Julio. Une application sur mon ordinateur me permettait de suivre les ouvertures des emails. À ma surprise, plusieurs avaient lu l'email, mais aucune réponse. Juste avant de dormir, j'ai vu que Camille Farajou, PDG d'une marque cosmétique bio, avait ouvert mon mail plus de 30 fois sans jamais répondre, et j'ai décidé de la relancer. « Bonjour Madame Farajou, je vous relance à propos de mon précédent message. Beaucoup de femmes hésitent à s'exprimer par peur ou honte. Votre témoignage pourrait aider à arrêter cette spirale. Je vous assure une confidentialité totale. Cordialement, Luna Julio. » J'avais besoin d'un signe, d'une main tendue, mais j'étais exténuée et je me suis endormie avec cette pensée. Chapitre 10. Le jour J+10. 3 jours plus tard, Camille Farajou m'a enfin répondu, au moment où je n'attendais plus rien. « Bonjour Madame Julio,
Je vous présente mes excuses pour cette réponse tardive. Je connais très bien Monsieur du Beauvoir. En revanche, je ne souhaite pas aborder ce sujet par écrit. Je vous propose de nous rencontrer aujourd'hui à 18h30 autour d'un café. Bien à vous, Camille Farajou. J'étais à la fois soulagée et stressée. J'ai proposé qu'on se retrouve dans un café de mon quartier. J'y suis arrivée en avance, comme toujours. Quand Camille est entrée, elle m'a souri chaleureusement. Ce sourire m'a apaisée instantanément. Elle dégageait une humanité rare. Merci beaucoup d'être venue. C'est moi qui vous remercie, Luna. Ce que vous faites demande beaucoup de courage. Cet homme me dégoûte. Dites-moi ce que vous avez vécu. Je l'ai rencontré à un gala caritatif. Il était si élégant, si sûr de lui. Je me sentais vue, désirée. Et pourtant, j'étais mariée. Mon mari, héritier allemand, était distant, accaparé par ses affaires. Du Beauvoir, lui, m'a fait me sentir vivante. On s'est revus plusieurs fois. C'était enivrant, comme une addiction. J'ai quitté mon mari, j'ai tout abandonné pour lui. Puis, il a commencé à me manipuler. J'ai signé des papiers, je me suis fait voler. Un jour, il a disparu, sans explication. Elle avait les larmes aux yeux. Je suis désolée, madame, je n'aurais jamais voulu raviver ces souvenirs. Ce n'est pas grave, Luna. C'est la première fois que j'en parle sans honte. Vous m'avez redonné un peu de force. Si vous avez des preuves, madame Farajou, des documents ou des photos, je pourrais les intégrer au dossier. Je chercherai, je ne vous promets rien, mais je ferai mon possible. Merci vraiment, madame Farajou. Je vous en prie, n'hésitez pas à me recontacter. Lorsqu'elle est partie, j'ai tourné la tête et j'ai vu Clara et Brian aussi, assis à quelques tables de là. Je ne les avais même pas remarqués. J'ai voulu me cacher derrière la carte du menu. Peine perdue. Luna, tu crois qu'on ne t'a pas vu? On a tout entendu en plus. Je me suis sentie nue, exposée. J'ai mené cette enquête en cachette. Je ne voulais pas mêler Clara ni Brian. Luna, tu ne devrais pas creuser ça toute seule, a dit Brian. Cet homme est dangereux. Ce que tu fais, c'est noble mais risqué. Laisse-nous faire notre travail. Ces mots m'ont glacée. Il avait peut-être raison, peut-être que je jouais avec le feu. Mais quelque chose en moi brûlait encore plus fort. Une volonté sourde de ne pas laisser ce monstre s'en sortir. Pas cette fois. Chapitre 11. Jour J+11 à J+60. J'avais pris une longue pause. 2 mois de silence, de réflexion et de méditation. Je n'avais pas repensé à l'affaire du Beauvoir, ni même repris contact avec mon patron. L'envie de vengeance était là, quelque part au fond de moi, mais elle ne suffisait pas à me faire agir. Quelque chose me retenait. Peut-être la peur, peut-être un instinct de protection, je ne savais pas encore. La disparition soudaine de Madame Farajou avait aussi tout compliqué. Elle s'était évaporée. Plus de nouvelles depuis notre dernière rencontre. Son numéro était désactivé, comme si elle avait tiré un trait sur cette histoire. Je ne lui en voulais pas. J'aurais sans doute fait pareil à sa place. Après tout, même moi, je n'avais pas eu le courage de continuer. Je craignais de m'enfoncer dans une spirale incontrôlable. Cette fois, je n'avais ni Marc, ni Brian pour m'épauler. Et surtout, je n'avais plus de force pour faire face aux conséquences. Le souvenir du regard des autres, de leur méfiance, de cette sensation d'être suspectée, tout cela me paralysait. Alors, j'ai laissé tomber. En parallèle, j'ai pris conscience que le monde de l'entreprise n'était pas pour moi. Je vais passer des années à chercher un sens dans ce modèle de vie dicté par les deadlines.
les managers, les KPI, ce temps passé à courir après des objectifs qui ne m'appartenaient pas. Je n'en pouvais plus. Je voulais autre chose. Il était temps de démonter le robot que j'étais devenu, de quitter la roue dans laquelle je tournais sans fin. Mais je n'étais pas encore prête à reprendre une activité. Je n'avais pas défini ce que je voulais faire, quel métier me ferait vibrer. Je savais très bien ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais plus. Et c'était déjà un début. Cette pause était salvatrice. Même si je n'ai pas réussi à ne rien faire, impossible, mon cerveau fonctionnait à plein régime, mais sans stress ni pression. Une pause oui, mais pas un vide. Durant ces semaines, je me suis rapprochée d'un vieux compagnon, un document, My Bank of Ideas. Il s'est transformé à mon insu en un petit livre. Il avait grandi sans que je m'en rende compte, comme un enfant silencieux mais tenace. Clara, curieuse, me suppliait de lui envoyer une version, mais je refusais. Pas encore. Je voulais qu'il soit terminé, qu'il reflète réellement ce que je voulais transmettre. Pas un échantillon d'idées en vrac. Chapitre 12. Jour J plus 60. 2 mois plus tard, j'étais prête. Mon manuscrit était propre, structuré, lisible. J'ai envoyé la première version à Clara. Sa réaction fut instantanée, fière et émue, même si elle ne l'avait pas encore lu. Elle m'a promis un retour approfondi dès qu'elle aurait le temps. Mais je savais que ce retour prendrait du temps. Clara était désormais très occupée avec Brian. Ils avaient finalement sauté le pas. De mon côté, je passais mes journées avec Diego. Il venait presque tous les jours chez moi. Pizza, discussion, apprentissage du français. Un jour, je l'ai même laissé entrer dans ma chambre d'évasion. Je ne sais plus pourquoi, mais je sais que je ne l'ai pas regretté. Il avait découvert tous mes dessins, mes idées, mes coins secrets, et il l'avait aimé. J'étais heureuse de partager cela avec lui. Diego était devenu essentiel. Même si nous avions mis les choses au clair, nous étions amis. Rien de plus. Je ne pouvais pas le voir autrement. Sans savoir pourquoi exactement, j'étais juste comme ça. Puis, un jour, tout a basculé. Mon père m'a appelé. « Luna, je viens de croiser la mère de Diego. Elle m'a dit quelque chose. Il est malade. Très malade. Il a un cancer. Il refuse la chimiothérapie. Il n'a plus que quelques semaines à vivre. » J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à y croire. Comment avait-il pu me cacher ça? Je voulais le voir, lui parler, le secouer. Mais mon père m'a supplié. « Ne lui dis pas que tu es au courant. Ça le détruirait. » J'ai raccroché. J'ai tenté de reprendre mon souffle. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai voulu appeler Diego, mais trop tard. Il m'avait déjà envoyé un message d'adieu. Il était parti pour l'Espagne. Il avait changé toutes ses coordonnées. Je voulais que je l'oublie, que je garde de lui une belle image et que je ne perde pas mon temps à le chercher. J'ai essayé de le joindre. En vain, j'étais seule. Et Clara, elle était au courant depuis des semaines. Elle ne m'avait rien dit. Quand je l'ai appelée, elle a tenté de se justifier. J'étais bouleversée, mais quelque part, je comprenais. Alors, j'ai appelé mon père et je lui ai demandé de m'aider à le retrouver. Et quelques heures plus tard, il m'a rappelé. Ils ont déménagé, disparu, personne ne sait où. Je me suis effondrée, mais une chose était claire, je ne pouvais pas rester les bras croisés, pas cette fois. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais le retrouver, pour lui dire au revoir, pour ne pas avoir de regrets, pour honorer notre amitié jusqu'au bout. Chapitre 13. Le jour J plus 61.
Au jour J, plus 73. Je n'allais pas bien, mais j'avais pourtant bien dormi. Mon corps, comme s'il avait anticipé les efforts à venir, s'était imposé un repos profond. En consultant mon téléphone, j'ai découvert 4 appels manqués de mon père. Le cœur serré, je l'ai immédiatement rappelé. « Bonjour papy, dis-moi que tu as trouvé Diego. »« Bonjour ma fille. Oui, je sais où il est maintenant. Il est à Blanes, chez sa tante. »« Ah oui, il adore sa tante. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé ? Voilà, tu sais tout maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire ? » Je prends le premier train, direction Blanes. J'ai confiance en toi ma fille. Tu sais au moins combien de temps le trajet prendra. J'ai mis mon père sur haut-parleur pour chercher en parallèle un billet sur mon téléphone. C'est bon, j'ai réservé. Si tout se passe bien, j'arrive à 19h30. Parfait. Je ne dirai rien à ta mère. Elle s'inquiéterait. Je n'avais jamais parlé de mon accident à mes parents. Sans cela, mon père ne m'aurait jamais aidé à retrouver Diego. Merci papy. Tu veux que je t'envoie l'adresse ? Non, je me souviens très bien de l'adresse de sa tante. Je me suis dépêchée de préparer ma valise. Malgré mes béquilles, j'ai appelé le fils du voisin qui, gentil comme toujours, m'a même déposé à la gare. Mais une fois là-bas, j'étais seule, me déplacer parmi la foule, pressée, relevée de l'exploit. Chaque pas me paraissait une montagne. J'étais à 10 minutes du départ et j'avançais comme une tortue. J'ai tenté d'appeler à l'aide, en vain. Une femme m'a ignorée et mon désespoir ne servait à rien. J'ai respiré profondément et changé d'état d'esprit. Il fallait rester confiante. Et ça a marché. Un jeune homme, timide, visière, abaissé, s'est approché pour m'aider. Il m'a installé, placé mes affaires et s'est assuré que tout allait bien. Pendant le trajet, je me suis perdue dans mes pensées. Observer les passagers m'apaisait. Puis, j'ai vu mon bienfaiteur parler à un contrôleur. Il recevait une amende. Il n'avait pas de billet. Je suis restée figée. Avait-il profité de moi ? Avait-il fait semblant pour échapper au contrôle ? Le doute m'a frappée. Clara m'a appelée. Elle était passée chez moi et ne m'y avait pas trouvée. Je lui ai tout expliqué. Elle était surprise de ma décision. Mes raisons étaient claires pour moi, mais difficiles à lui faire comprendre. Arrivé à Gérone, le train s'est arrêté. Je n'avais pas réalisé qu'une correspondance en bus était prévue. Panique. J'ai cherché mon jeune homme, disparu. Un contrôleur m'a vu, m'a aidé et m'a accompagné jusqu'au bus. Grâce à lui, j'ai pu poursuivre mon voyage sereinement. À Blanes, ma gratitude envers ceux qui vivent avec un handicap s'est intensifiée. Moi aussi, j'avais des limites, mais elles étaient temporaires. Je suis arrivée devant la maison de la tante de Diego. Tout était comme dans mes souvenirs. J'ai longtemps hésité à sonner et puis j'ai pris mon courage à 2 mains. Elle m'a reconnue immédiatement. Surprise de mes béquilles, elle m'a accueillie avec une tendresse inégalable. « Ton visage a l'air fatigué. Tu dois te reposer. Je te prépare un jus de citron. »« Merci ma chère tante, mais je voudrais voir Diego. Il est au bord de la mer. Il ne devrait pas tarder. » Je préfère aller à sa rencontre. Elle m'a prévenue, son état était fragile, mais elle n'a pas insisté. Je me suis dirigée vers le lieu que je connaissais par cœur, notre coin secret d'enfance. Il était là, assis, jouant avec le sable. Il a senti ma présence. « Luna, tu es là ? Comment tu ne devrais pas voyager, tu risques… » « Je m'en fiche, Diego. Comment as-tu pu partir sans me prévenir ? C'est toi qui viens ? Pourquoi ? Pour me consoler ? Mais non, je suis venue pour te demander de m'épouser. » Il a cru à une plaisanterie. Il s'est braqué, il croyait que je le faisais par pitié. Tu ne comprends pas, je suis sérieuse, je t'aime Diego, je prends ma lumière de toi. Ses yeux se sont humidifiés, il ne disait plus rien. Il m'a prise dans ses bras, le lendemain, nous nous sommes mariés. Nous avons vécu 12 jours ensemble, 12 jours intenses. Il souffrait mais souriait.
Je guérissais, il s'affaiblissait. Nous étions à contre-courant. Puis, il est parti. À l'hôpital, j'ai perdu connaissance en apprenant la nouvelle. Il m'a laissé avec un vide, mais aussi avec une force nouvelle. J'ai compris que la vie se mesure à la qualité, pas à la durée. 12 jours peuvent contenir plus d'amour que 12 années. Je suis retournée en France, différente, plus solide. J'écrivais chaque jour pour faire vivre sa mémoire. L'écriture était mon remède, mon seul refuge. Et même si Diego avait pris avec lui une partie de moi, j'étais prête à vivre. Pour lui, pour moi, pour nous. Chapitre 14. Jour J plus 74. Après de longues hésitations et une introspection profonde, j'avais fini par reprendre ma vie de salarié. Je me sentais paradoxalement à la fois très fragile, incapable de surmonter la perte de Diego, et pourtant assez solide pour ne pas me laisser submerger par la pression du travail. J'avais besoin de remplir mes journées, de me créer de nouveaux repères, de relever de nouveaux défis. En réalité, ma vie de salarié n'avait rien de répréhensible. Elle m'apportait protection, cadre et stabilité. Pourtant, à force d'être bombardée de contenus glorifiant l'indépendance et l'entrepreneuriat et la réussite financière fulgurante et la liberté totale, j'avais fini insidieusement par comparer ma réalité à ces récits souvent embellis. À force d'absorber ces publicités, j'avais commencé à perdre le goût de ce que j'avais, à croire que je n'étais pas assez, à douter de mes choix. Et avec le temps, j'ai compris. Nous ne sommes pas tous destinés à emprunter les mêmes chemins. L'entrepreneuriat n'est pas un idéal universel. Il demande un tempérament, une tolérance au risque, une énergie particulière. Et surtout, il ne garantit pas le bonheur. Chaque métier a sa raison d'être. Chaque poste peut devenir une source de sens, à condition qu'on y trouve sa place. Les vidéos qui vendent du rêve parlent rarement des sacrifices, des nuits blanches, du stress chronique ou des échecs cuisants. Elles attaquent volontiers le salariat, le réduisant à une forme de prison. Mais la prison, c'est peut-être justement cette vision binaire, où seuls certains parcours seraient valables. J'avais fini par consommer ce contenu de manière compulsive, sans prendre le recul nécessaire, et il était grand temps de chasser ces idées toxiques et d'apprendre à célébrer ce que j'avais. Car au fond, comparer des trajectoires de vie, c'est comme comparer des éléments qui n'ont pas la même unité de mesure. Ça n'a aucun sens. Et vouloir forcer tout le monde à faire le même métier sous prétexte qu'il est plus prestigieux ou même perçu par la société revient à créer une société uniformisée, stérile et profondément malheureuse. Nous sommes tous des pièces uniques d'un vaste puzzle. Notre mission n'est pas de prendre la place d'une autre pièce, mais de trouver où nous, dans notre forme, notre couleur, notre texture, pouvons vraiment nous imbriquer. C'est ainsi que l'harmonie naît. Mais malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, la logique actuelle est de remplir le vide, à tout prix. On place une pièce dans un trou qui ne lui correspond pas, simplement parce qu'il faut que ça rentre. Sur le moment, cela semble fonctionner, mais très vite, la pièce se désolidarise. Les contours ne tiennent plus, et le puzzle se fissure. Après la mort de Diego, j'avais changé, j'avais appris à dire non, à refuser les missions qui ne me correspondaient pas, à ne plus avoir peur du regard ou de la réaction de mon supérieur. Même si parfois, malgré les beaux discours d'embauche, la réalité du poste me confrontait à des tâches qui n'avaient rien à voir avec mes aspirations. Mais c'est ça aussi, la vie. L'imperfection fait partie du contrat. On ne peut pas satisfaire tout le monde, tout le temps. Ce serait nier les lois même de la nature. La vie est faite de compromis. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Et c'est souvent dans la douleur de nos épreuves que se forge la beauté et la profondeur de nos réussites.
Et puis un matin, en pleine réunion, j'ai réalisé quelque chose d'important. On me parlait, les mots se succédaient, les tableaux Excel défilaient, les KPI s'empilaient. Mais dans mon esprit, je n'étais plus là. J'étais à Blanes. J'étais sur le sable à regarder Diego tracer des formes éphémères avec ses doigts et à penser que parfois, tout ce qui mérite d'exister est invisible aux yeux des autres. J'étais là-bas, dans cet espace suspendu, hors du temps, hors des cases, et je me suis demandé, pourquoi cherche-t-on autant à tout faire entrer dans ces cases? Pourquoi exige-t-on d'un être humain qui soit productif à tout moment, performant, disponible, réactif, alors que son cœur, lui, peut-être en 1000 morceaux? Je n'étais pas triste ce jour-là, j'étais lucide. J'ai compris que je n'étais pas faite pour vivre dans une case étroite, mais je n'étais pas non plus faite pour tout envoyer valser. Ce dont j'avais besoin, c'était d'espace, de respiration, d'un cadre souple, d'un travail qui respecte mes cycles, mes silences, mes élans et mes absences. J'ai continué de travailler, mais autrement, j'ai cessé de me juger. J'ai arrêté de me forcer et j'ai commencé à me traiter avec douceur, comme on traite une plaie en convalescence, avec patience, avec soin, avec dignité. Je n'avais pas besoin de changer de métier, j'avais besoin de me repositionner à l'intérieur de ce métier, d'y réinsuffler du sens, d'y remettre du cœur. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à proposer des idées plus humaines, à initier des discussions sur le bien-être au travail, sur la charge mentale, sur la vraie efficacité, celle qui naît de la confiance, pas de la peur. J'ai osé dire que je ne pouvais pas toujours être au top. Et à ma grande surprise, on m'a écoutée. Peut-être parce que je ne parlais plus depuis ma peur, mais depuis ma vérité. C'était ça, le vrai tournant. Je ne voulais pas courir, ni gravir, ni impressionner. Je voulais vivre, tout simplement. Et je voulais que mon métier soit un prolongement de cette vie, pas une négation. Chapitre 15. Jour J plus 90. C'était le jour tant attendu. Mon dernier rendez-vous à l'hôpital, ce qui allait peut-être mettre fin à ma convalescence. L'examen radiologique confirmait que mon os s'était bien consolidé. Mon médecin m'a souri et m'a dit d'un ton rassurant: « Vous pouvez marcher sans béquille désormais. » Puis, il a délicatement retiré la telle plâtrée qu'on m'avait posée en Espagne. Cette sensation, quel soulagement, quelle liberté. J'étais enfin libérée, ma jambe nue redevenait mienne. Et pourtant, il m'a fallu du temps pour me réapproprier ce corps, pour retrouver l'équilibre, la fluidité. Avant de quitter l'hôpital, j'ai tenu à saluer l'infirmière qui m'avait accompagnée avec tant de bienveillance. Nous avons partagé un café, et elle était lumineuse. Franchement, Luna, je n'avais rien compris aux intentions de Marc. J'ai cru que c'était réciproque, mais je pense que c'était surtout un fantasme. Aujourd'hui, je suis dans une relation épanouie et c'est grâce à cette déception que j'ai compris ce que je méritais vraiment. Elle m'a souri sincère. « Et toi? Tu es éblouissante sans béquille. » Puis, elle m'a demandé si tout allait bien pour moi. J'ai hésité, j'avais tant à dire. Mais à cet instant, une urgence l'a appelée et s'est excusée en courant. Je suis restée là, seule avec mon café, dans le jardin de l'hôpital, ce même jardin où j'avais rencontré Marc. Je me suis souvenue de ce moment, de son regard, de sa voix posée. Avait-il tout su dès le début? Connaissait-il déjà l'histoire de Jean-Baptiste? Avait-il joué un rôle? Je ne le savais pas, mais une chose était certaine, je voulais comprendre. Je pensais à Brian. Peut-être pourrait-il me donner des réponses, peut-être que Clara pouvait me rapprocher de lui, mais je n'ai rien fait. J'ai laissé ces idées flotter sans les transformer en action. Pourquoi? Parce qu'au fond, j'avais peur de réveiller des souvenirs,
peur de salir la mémoire de Diego en acceptant que j'ai pu être troublée par un autre, peur de me confronter à ma propre naïveté. Car oui, j'avais honte. Honte d'avoir été séduite par Jean-Baptiste, de l'avoir cru, d'avoir ressenti quelque chose. Moi, qui me croyais forte et lucide. Quelle ironie! Je me suis levée et j'ai marché, gobelet à la main, marché. Ce geste simple m'avait tant manqué. Chaque pas était une victoire. 3 mois à marcher à cloche-pied, à attendre, à espérer, et maintenant, j'étais debout. De retour chez moi, j'ai allumé mon ordinateur. J'ai écrit et écrit encore. Les mots coulaient sans que je puisse les arrêter. J'écrivais pour rester dans mon monde, pour repousser le réel. C'était ma chambre secrète, mon refuge. Mais la faim a fini par m'en tirer. J'ai eu envie de commander une pizza, une grande, bien chaude, comme celle de ce fameux soir. Celle qui avait tout déclenché. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai même pas pu ouvrir l'application de livraison. C'était comme un interdit silencieux. Comme si je n'avais pas le droit, comme si ouvrir ma porte à un livreur, c'était inviter à nouveau le souvenir de Diego. Son sourire, sa casquette, son regard franc et tendre qui m'avait bouleversée. Alors j'ai renoncé. J'ai ouvert mon frigo et j'ai mangé une salade, seule, dans le silence. Chapitre 16. Le jour J plus 99. La sonnerie de mon téléphone m'a réveillée. C'était Clara, surexcitée. Elle m'appelait pour m'inviter chez Brian, son nouveau chez elle, et m'annonçait qu'elle avait une surprise pour moi. Son appel avait quelque chose d'étrange. J'avais beau me creuser la tête, je n'arrivais pas à imaginer de quoi il s'agissait. Quelques mois auparavant, rien qu'au ton de sa voix, j'aurais deviné facilement. Mais depuis qu'elle s'était plongée dans sa relation avec Brian, elle n'avait plus vraiment de place pour nos projets à deux. Notre complicité s'était effritée. Et même si on ne se le disait pas, on le savait toutes les deux. C'est la vie, comme une pièce de théâtre sans script, où chacun improvise au fil des scènes. Il faut donner le meilleur de soi, sans trop attendre des autres, pour ne pas être déçu. Ça me faisait mal de penser ça. J'avais l'impression d'être devenue son plan B, disponible quand Brian n'était pas là. Et je ne savais pas si un jour nos chemins se recroiseraient avec la même intensité. Peut-être que non. Peut-être que ma mémoire finalement n'était pas si fidèle que ça. Mais au fond, je ne pouvais pas espérer meilleure occasion que cette invitation pour parler de Marc avec Brian. J'ai préparé un gâteau au chocolat, histoire de ne pas arriver les mains vides. Après tout, c'était la première fois que je mettais les pieds chez Brian. Arrivé devant l'adresse, j'ai demandé au chauffeur si c'était bien là. Le quartier, mon Dieu, je ne m'attendais pas à tant de luxe, des villas à perte de vue, de la vraie haute bourgeoisie. « Vous êtes sûr que c'est bien ici ?» lui ai-je demandé, gênée. Il m'a répondu oui, l'air surpris qu'on doute de lui. Je l'ai remercié quand même, puis je suis descendue. J'étais en basket, mais j'aurais dû mettre des talons. J'avais l'impression d'être hors cadre, comme tomber dans un film qui n'était pas le mien. Je me suis avancée vers une grande porte qui séparait la rue d'un jardin d'orchidées. Au fond, une passerelle en bois surplombait une piscine immense. Et là, la maison, tout en baie vitrée. Une architecture moderne et pourtant pleine d'âme. Clara et Brian m'attendaient, sourire aux lèvres. « Salut Clara, tu m'as manqué. C'était ça la surprise ?»« Oh, ma choupinette, non. C'est pas la maison, patience. » Brian s'est approché pour me saluer. « Salut Luna, bienvenue. »« Brian, ta maison est magnifique. » Bof, elle est à mes parents. « Allez, » dit Clara. « Entrez, j'ai préparé un déjeuner de roi. » Et ce n'était pas une promesse en l'air, la table débordait. Salade niçoise, paella, sushi, steak frites, pâte au saumon, salade de fruits, glace, tarte framboise, un festin.
Clara n'avait pas fait les choses à moitié. Clara, je suis bluffée. Tu es devenue une vraie chef, quoi. Merci, heureusement que Pauline m'a aidée. Pauline arriva avec mon gâteau, discrète, souriante. Après le repas, je brûlais d'impatience, toujours aucune annonce de Clara, et aucune discussion avec Brian non plus. Fallait que je secoue les choses. Je l'ai suivi dans les toilettes, sous prétexte d'un moment entre filles. Clara, c'est quoi cette surprise? Et tous ces serveurs sur la terrasse? Bon, on organise une fête ce soir pour célébrer quelque chose. Ah, dans ce cas, je ne vais pas m'attarder, laissez-moi sortir discrètement. Mais tu rigoles, la fête est pour toi, idiote. Pour moi? Oui. Mais je t'en dis pas plus. Je râlais, mais j'étais touchée. Clara me conduisit dans une chambre où 3 robes sublimes étaient posées sur le lit. Des talons assortis attendaient à leurs pieds. Choisis ce que tu veux. Ah, c'est somptueux, c'est à toi? Non, elles viennent de la maman de Brian. Un grand styliste italien lui envoie ses robes pour des galas caritatifs. Et ce soir, elles sont à 18h30, maquillée, coiffée, transformée, je suis descendue. Les regards se sont vite tournés vers moi. J'ai souri timidement. Je ne connaissais personne et soudain, un parfum, celui du jour J. Mon corps a frissonné. J'ai cherché dans la foule. Peur, panique, ce parfum. Je suis tombée sur Clara. Luna, ça va? Tu as l'air bouleversée. C'est rien, c'est l'odeur. Tu veux connaître la surprise? Viens. Elle me montra un logo au fond de la terrasse, une maison d'édition. Ton livre, Luna, en fait sa publication. Mais quoi? Tu as partagé mon manuscrit? Sans me le dire? Mais Luna, je voulais te faire une surprise. Mais rien ne sera publié sans ton accord. Viens rencontrer l'éditeur. Je résistai, puis je la suivis. Elle m'emmena vers un homme au chapeau bleu marine. Luna, je te présente Monsieur Martin. Il se retourna. Mon cœur s'arrêta. Marc? Bonjour Luna, oui c'est moi. Clara et Brian s'éclipsèrent. Marc continua doucement. J'ai lu ton manuscrit. Clara ne m'avait pas dit que c'était toi, mais j'ai reconnu ta plume. Je l'ai lu et relu. Et à chaque page, je suis tombée un peu plus amoureux de toi. Je n'arrivais pas à parler. Tu te souviens du jeune homme dans le train, casquette baissée? C'était moi. Je voulais être là, sans me faire reconnaître. Je n'arrivais toujours pas à parler. Je ne savais plus si je devais sourire, pleurer ou fuir. Mais j'étais là, devant Marc. Et peut-être, enfin, prête à entendre sa vérité. Chapitre 17. Les aveux de Marc. Flashback. Jour du voyage à Blanes. Madame, vous avez besoin d'aide? Luna essoufflée. Oui, s'il vous plaît, il ne me reste que quelques minutes pour monter à bord du train. Dites-moi que vous allez à Blanes vous aussi. Marc a répondu avec une voix hésitante. Oui, je prends le même train. Mais il mentait. Il ne devait pas mentir. Mais il ne pouvait pas dire non. Alors il est monté, sans billet, et il a payé une grosse amende. À Gérone, tu te rappelles du contrôleur qui t'a aidé? C'était grâce à moi. Je lui ai demandé de te prendre en charge. J'ai couru pour le chercher, parce que je ne voulais pas que tu me voies. Je n'étais pas prêt. Mais tout a changé le jour où j'ai commencé à te lire. Mais est-ce vraiment possible toute cette attention, cette discrétion, ce soin presque invisible? Marc a répondu. J'avais honte de mes pensées initiales. J'ai cru que tu étais une profiteuse, que tu trichais pour ne pas payer. J'ai jugé. Et pourtant, j'étais celui qui t'observait sans comprendre. Mais tu as fait tout ça pour moi, mais pourquoi? Comment ça a commencé? Pourquoi étais-tu à l'hôpital déjà? Parce que tout a commencé le jour de l'accident. Le jour où je t'ai vue, inconsciente, sur le lit de mon cousin. Chapitre 18. Flashback du jour J. Marc et son cousin du Beauvois.
Marc, mais qu'est-ce que tu fais? Qui est cette fille? Du Beauvoir, celle qui va me sauver. Je vais dire que je l'ai trouvée en train de voler le collier. Et comme elle est belle, personne ne se posera de questions. Marc, avec une voix tranchante. Mais t'es malade? Tu veux faire porter le chapeau à une inconnue? Du Beauvoir. Et alors, hein? Tu crois que quelqu'un va te croire, toi? Toi, le petit écrivain? Je suis intouchable. Grâce à moi, t'as une vie. Tu me dois tout. J'étais terrorisée par lui, mais cette fois c'était trop. Tu saignais, tu respirais faiblement. Je ne pouvais pas te détourner le regard. Du coup, j'ai dit à mon cousin, je vais la déposer à l'hôpital, et cette fois, c'est terminé. Du Beauvoir, mon cœur. Vas-y, personne ne la croira. Chapitre 19. Retour au présent. Dans la terrasse de la maison de Brian. Luna, émue. Mais tu m'as protégée. Et c'est lui qui m'a fait tout ça? Marc, sombre, a répondu. Oui, il est libre aujourd'hui. Il a payé, littéralement pour fuir. Mais j'ai promis que je te laisserai plus seule. Et le carnet, le parfum, c'était toi? Marc, hésitant, a répondu. Oui, effectivement, j'ai gardé ton parfum. Il était tombé dans la voiture. Ce jour-là, j'ai essayé de te réveiller avec, et je n'ai pas pu m'en séparer. Et c'est mon parfum. Mon regard s'embua. Ma vue se brouilla. Mon ventre se nouait. Une douleur brutale, inattendue, me transperça. Je ne me sens pas bien. Luna? Marc, inquiet, il attrapa son téléphone, appela un médecin, mais une voix vocale glaça l'air. Si tu crois que tu vas vivre heureux avec elle, tu vas payer. Ce que tu viens de voir n'est qu'un début. Et moi, je tombais encore dans ses bras, dans le vide, dans une peur plus grande que jamais. Je me suis réveillée dans une chambre blanche, une autre encore, mon corps endolori, mais vivant. Marc était là. Il avait veillé sur moi, comme toujours. J'avais affronté le pire, l'amour, le deuil, la vérité, la trahison, et malgré tout, j'étais debout. J'ai compris que la peur ne disparaît jamais, mais qu'on peut apprendre à marcher avec elle. J'ai publié ce livre pour tous ceux qui tombent et se relèvent, pour ceux qui aiment, même quand c'est dur, pour Diego, pour Marc, pour moi. Car vivre, c'est oser, même blessé, même seul, même fragile. Et tant que j'ai une voix, je la ferai entendre. Message à cœur ouvert. Plusieurs événements durs et incompréhensibles peuvent nous arriver. Sous l'effet du choc, on cherche des explications. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais la vie, comme une grande toile incomplète, ne révèle le sens de ses points qu'au fil du temps. Imaginez un enfant face à une page remplie de points. Rien ne semble logique. Puis, en les reliant, une image apparaît. Ces points, ce sont nos épreuves, et les traits, ce sont nos choix. Nos pas vers l'avant. Certains prendront plus de temps, plus d'efforts, mais au bout, une image apparaît, toujours. Même ce qui semble n'avoir aucun sens en un jour. Tant qu'on est vivant, la leçon finit par émerger. Et si la douleur ne vient pas de nos choix, elle nous apprend à nous protéger. Et si elle vient de nous, alors elle nous éclaire. Une possibilité en moins, une clarté en plus. Dans les deux cas, on avance, en gardant la foi, la patience et le calme, et surtout en arrêtant de fuir nos peurs, car elles ne disparaîtront qu'avec notre regard décidé et notre courage actif. Enfin, je voudrais saluer toutes celles et ceux qui ont fait de leur passion leur métier, ceux qui ne suivent pas les tendances mais suivent leur vérité,
à ceux qui vivent l'instant et non les stories, à ceux qui ont vécu seuls un confinement, mais en ont fait un tremplin, à ceux qui rêvent de réussite collective, pas seulement personnelle, à ceux qui transmettent sans calculer, à ceux qui travaillent avec amour, à ceux qui sourient, même quand c'est dur, à ceux qui guérissent à force d'y croire, à ceux qui prennent soin de leur santé comme d'un trésor, à ceux qui sourient aux inconnus, à ceux qui donnent sans attendre, et à ceux qui avancent malgré tout, à ceux qui se sont battus pour un rêve qu'on disait irréalisable, à ceux qui ont osé changer pour mieux, à ceux qui, malgré des années d'études, restent humbles et curieux, à tous les parents qui endossent 1000 rôles à la fois, aux mamans, notre premier refuge, aux papas, nos premiers héros. Et si vous ne vous êtes pas reconnu ici, vous êtes sûrement là. À toi, cher lecteur, qui a lu jusqu'au bout, à toi, qui entraîne ton imagination, qui muscle ton esprit, à toi, qui a cru en cette histoire, en Luna, en ce chemin, le chemin du parfum inconnu. Si tu peux finir un livre, tu peux tout finir. Tu peux tout commencer. Je te souhaite une vie remplie de lumière, d'amour, de force douce, de courage sincère et surtout d'apprentissage sans fin. Merci de m'avoir lu, Luna Bellini.